Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour vous présenter un truc relativement cool, le phishback, ou comment transformer une technique d'attaque, une menace, le phishing, en technique de défense, de détection. Donc je vais me présenter rapidement, je m'appelle Gauthier Bujon, je suis le CEO de la société Moken, une société de cybersécurité française. Mais surtout avant ça, j'ai travaillé dans les SOC de grandes entreprises française pendant 10 ans et j'ai notamment eu la chance d'être le SOC manager d'une belle entreprise française pendant près de 6 ans. Donc j'ai un profil plutôt technique, j'ai fait beaucoup d'opérationnels, beaucoup de réponses à incidents, de tests d'intrusion. Et donc pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que pendant ces années SOC, on va dire que j'ai euh, peaufiné une technique un peu disruptive pour essayer de lutter contre le vol d'identifiants. Et devant les résultats qu'on a obtenus, je me suis dit que ce serait quand même très intéressant de partager tout ça avec la communauté. Donc on va parler du problème de vol d'identifiant, un problème vieux comme l'informatique. Et je vous propose de revoir rapidement un petit peu quelles ont été les différentes techniques qui ont été mises en place par les entreprises et quelles en sont les limites et comment on peut essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc moi j'ai toujours tendance à dire que le mot de passe, c'est un petit peu l'or des pirates du 21e siècle pour deux bonnes raisons. La première, c'est que c'est le meilleur moyen de pénétrer une entreprise. Ça fait 10 ans que c'est le cas et ce sera probablement le cas pour les 10 prochaines années. Pourquoi? Parce que c'est hyper simple à voler. Il y a 1 million de façons de voler un mot de passe. Infostealer, phishing, spear phishing, social engineering, et j'en passe. Et surtout, que, encore une fois, c'est le meilleur moyen pour un attaquant de rentrer. Pourquoi s'embêter à essayer de défoncer la porte si on peut juste utiliser la clé pour rentrer? Donc comment font les entreprises? En premier lieu, elles ont fait beaucoup de sensibilisation. Ça fait 10 ans que tout le monde fait un petit peu de sensibilisation, programme d'awareness classique. Au début, on était plutôt sur du QCM un peu standard, puis on s'est rendu compte que c'était pas ouf. Alors on a évolué, on a fait des jeux, des dessous de verre, des mugs, tout ce que vous voulez. Mais malheureusement, on se rend compte que on n'a pas forcément toute l'attention qu'on voudrait des utilisateurs. Est-ce qu'on peut vraiment leur jeter la pierre? Ils n'ont pas forcément que ça à faire. Bref, pas suffisant. Ensuite, on s'est dit, OK, testons nos utilisateurs en conditions réelles. On va leur faire des exercices de phishing. Comme ça, ils seront préparés le jour où ça va vraiment arriver. Le problème, c'est que j'ai jamais rencontré une seule boîte qui a des bons résultats en test de phishing. Beaucoup de boîtes réussissent à s'améliorer, beaucoup d'équipes réussissent à descendre les scores, mais personne n'atteindra jamais le 0% nécessaire pour éliminer le risque. Donc bien évidemment, je ne dis pas que c'est inutile, je dis juste qu'on est très loin d'éliminer le risque avec ce genre de technique. Et enfin, celui qui était censé tous nous sauver, le fameux Dark Web Monitoring, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est soi-disant des agents infiltrés dans des groupes d'attaquants ou des marketplaces qui vont pouvoir nous donner un petit peu tous les identifiants qui ont été volés par les attaquants avant qu'ils les utilisent, puisque bien sûr, ils les partagent tous. Et moi, j'ai toujours vu un petit peu comme ça. Bien évidemment, je force le trait. Le dark web monitoring, c'est intéressant et je pense qu'il faut toujours en faire. En revanche, je regrette que le marketing l'ait un petit peu forcé en nous disant oui, bien sûr que ça va résoudre tous nos problèmes, mais ça sous-entendrait que les attaquants partagent 100% du temps les identifiants qui volent. Ce qui est bien évidemment faux. Donc pour la distribution des identifiants, moi je vois plus comme ça, ce n'est tiré d'aucune étude, c'est ma vision personnelle. Effectivement, il y en a une petite partie qui finit sur des marketplaces, ça c'est vrai, mais c'est souvent des choses qui sont outdated, il faut bien l'avouer. Une partie est échangée dans des vrais private exchange, dans lesquels il n'y a pas d'agent double malheureusement, et une immense partie, pour moi la majorité, n'est jamais partagée. Et ça, si on y réfléchit juste 2 secondes, mettez-vous dans la peau d'un attaquant. Est-ce que vraiment vous allez vous dire super, j'ai volé un mot de passe, c'est génial, allons le dire à tout le monde avant de procéder à l'intrusion? Voilà, ça me semble évident que ce n'est pas le cas malheureusement. Et donc finalement, même si on rajoute le MFA sur cette belle couche de awareness et d'outils, eh ben, on se rend compte que finalement, le vol d'identifiant est toujours le numéro 1 incontesté de l'accès initial dans les entreprises. Il me semble qu'il y a une étude de CrowdStrike qui est sortie là, on est à plus de 80% des attaques qui démarrent par un vol d'identifiant. Et donc moi, j'ai été dans cette situation exacte. Donc en tant que SOC manager, j'avais mis tout en place. Awareness, test de phishing, dark web monitoring, tout ce que vous voulez. Et pourtant, je me suis quand même fait poncer, comme on dit. Et c'est à la suite de ça que j'ai eu cette idée dont on va parler du phishback. Donc le mieux pour que vous compreniez, c'est que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc l'attaque, elle a commencé par des attaquants, jusque-là ça va, qui se sont mis à cibler une toute petite partie de la population de la société.
Et ils ont envoyé quelques mails de spear phishing très très ciblés. Sur cette petite partie de la population, il y en a 4 qui ont répondu présent à l'appel et qui ont renvoyé leurs identifiants valides à ces attaquants. Une fois qu'ils les avaient entre les mains, ils ont appliqué une méthodologie d'intrusion ultra classique. Ils ont essayé de se connecter partout. Par chance, nous avions bien fait notre travail et il y avait du MFA sur toutes nos gateways. Donc c'était une entreprise internationale, des gateways un petit peu partout dans le monde pour se connecter, mais il y avait du MFA partout, on avait bien fait notre travail. En revanche, cette fois-ci pas de chance pour nous, quelques semaines plus tard, on a ouvert une nouvelle gateway dans un pays d'Amérique et l'administrateur réseau a fait une petite erreur sur la configuration qui faisait que le MFA était bypassable. Pas de chance. Et s'en est suivi une intrusion dans le réseau, qui fort heureusement n'a pas mené à des dégâts considérables ou de pertes financières pour la société, mais c'était quand même une intrusion avérée, donc extrêmement frustrant pour une équipe de sécurité. Et donc après ce Rex, on se dit, finalement, si au tout début, on avait eu une fausse gateway parmi toutes nos gateways quand ils ont essayé de se connecter partout, en fait, ils auraient essayé de se connecter, de faire leur phase d'énumération classique, et donc nous, on aurait renvoyé login fail, comme si c'était une fausse gateway, une gateway de test, mais ils auraient donné l'information bien plus tôt qu'on avait des identifiants compromis, et on aurait pu réinitialiser le mot de passe et transformer une petite crise en un banal incident de sécurité 3, de priorité 3, pardon, et donc un impact extrêmement faible. Et donc c'est cette stratégie que j'appelle le phishback, c'est littéralement faire du phishing d'attaquants, récupérer vos identifiants de la même façon dont ils ont été volés, en faisant du phishing. Et si on y réfléchit finalement, est-ce qu'il y a la moindre autre solution pour récupérer quelque chose qu'on a volé, que la personne ne veut pas partager avant de l'utiliser pour attaquer? Je cherche encore, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, comment on fait? Voyons un petit peu dans les détails comment on fait pour mettre en place ce genre de stratégie. En premier lieu, il faut créer un piège, donc une page de phishing finalement. Quand vous êtes un attaquant, vous voulez envoyer des phishing sur chèque vacances, sur télétravail, sur ce qui fonctionne pour voler le mot de passe d'utilisateur. Là, on est dans l'autre sens. On fait un phishing d'attaquant. Qu'est-ce que veulent voir les attaquants? À peu près tous la même chose. Un point d'entrée sur le réseau. Donc, Gateway VPN ASA, par exemple, Fortinet, Palo Alto, Citrix aussi, c'est beaucoup utilisé pour les accès à distance, voire du webmail, parce que ça existe souvent, des sociétés qui n'ont pas terminé leur migration 365, qui laissent une petite gateway exchange sur Internet. C'est hyper classique, on le voit souvent dans des pentests. Donc ça, c'est la page qu'on choisit. Ensuite, il faut trouver un nom. Donc là, on a la chance unique de jouer à domicile. C'est-à-dire qu'un attaquant, quand il fait un phishing, le problème qu'il a, c'est qu'il doit filouter sur le domaine pour faire croire que vous êtes sur le bon. Je ne sais pas si vous avez vu, il y en a un qui tourne pas mal en ce moment, qui est ils utilisent le R et le N à la suite pour faire le M de Microsoft. Parce qu'ils ne possèdent pas le domaine microsoft.com. Mais effectivement, quand c'est écrit en petit, R et N, ça ressemble à un M. Bref, voilà, ils doivent utiliser ce genre de technique, mais nous, on a la chance de jouer à domicile. Donc, on peut faire un phishing absolument parfait en utilisant notre propre nom de domaine. Maintenant, il faut trouver un nom de domaine qui soit attrayant pour que l'attaquant veuille se connecter sur celui-là avant d'aller se connecter ailleurs. Et donc là, je vous donne un exemple qui fonctionne hyper bien. Ça, test.lenom de votre société.com. Vous pouvez demander à n'importe quel pentester. Si vous faites une phase d'énumération, donc vous énumérez les DNS, les certificats, etc. d'une entreprise que vous voulez attaquer, si vous trouvez test, je peux vous assurer que c'est dans le top 3 des trucs que vous allez aller voir parce que potentiellement pas de MFA, potentiellement pas à jour, potentiellement un truc effectivement de test qui est un point d'entrée facile. Et finalement, un attaquant, il cherche toujours des quick wins. Donc là, il faut être un peu imaginatif et il faut surtout regarder ce que vous avez déjà en place sur votre périmètre. Si vous utilisez souvent le mot dev ou pré-prod ou ce genre de choses, il faut le réutiliser pour que ce soit vraiment crédible. Donc il faut faire une petite phase d'énumération pour se rendre compte de ce que vous utilisez. Donc comme Office, ça fonctionne aussi très bien. Là pour le coup, la limite, c'est l'imagination. Qu'est-ce qui est attrayant pour un attaquant? Et qu'est-ce qui fait du sens surtout dans votre écosystème pour pas que ce soit complètement obvious que c'est une fausse porte. Et ensuite, on attache simplement un certificat. Encore une fois, on a la chance de faire le phishing parfait, le bon domaine, le bon certificat. Il ne faut pas se priver. Et donc là, il ne reste plus qu'à déployer et à attendre que, entre guillemets, ça morde. Et alors là, normalement, la moitié de la salle est en train de se dire « Génial, Gauthier, c'est super ce que tu es en train de nous montrer, mais en fait, tu viens de nous présenter le concept du honeypot, qui existe depuis à peu près 30 ans. Merci beaucoup pour cette innovation, c'est waouh, avant-gardiste, exceptionnel. » Donc oui,
effectivement, et vous avez raison, c'est un concept de base de honeypot. Et le honeypot exposé à Internet, ça existe pareil, je pense, depuis 30 ans, c'est probablement aussi vieux que moi. Mais c'est utilisé pour faire de la threat intelligence, donc récupérer un petit peu les techniques des attaquants ces derniers temps, qu'est-ce qu'ils font, quels CV ils utilisent, quel type de brute force ils font, etc. Mais le contextualiser vraiment pour récupérer des identifiants volés, ça n'a jamais été fait. Vous pouvez faire des recherches, il y a eu quelques petits essais sur GitHub ou ce genre de choses, mais il n'y a aucune vraiment recherche sur ce sujet. Et c'est pour deux raisons que j'ai découvertes en commençant à travailler sur le sujet. La première, c'est que l'illusion doit être absolument parfaite. Quand vous faites un honeypot classique, c'est un honeypot en interne, un attaquant a 2 minutes pour savoir si c'est un vrai, si c'est un faux. Et déjà, quand il commence à rien que le pinguer, c'est déjà suspect, parce que personne n'est censé le toucher en interne. Sur Internet, vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de monde qui tape un petit peu n'importe où. Et donc, un attaquant, s'il veut, il peut prendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant de décider de rentrer son identifiant s'il a un doute. Ce qu'il ne pourra jamais faire en interne. Et donc, du coup, il faut faire en sorte que même si quelqu'un est très suspicieux, et ben même en cherchant très profondément, ce soit strictement les mêmes choses. Et aujourd'hui, si vous prenez des honeypots standards, je peux vous dire que ça prend à peu près 3 minutes et demie de savoir que c'est un faux. Parce que c'est très difficile. Mais bon, on va y revenir, c'est très difficile de reproduire l'intégralité des comportements d'une page. Et le deuxième, vous l'avez peut-être deviné, et en tout cas c'est ce que tout le monde m'a dit quand j'ai commencé à travailler sur cette technique, c'est que sur Internet, il y a un max de bots. C'est-à-dire que tout le monde a déjà peut-être essayé de mettre un SSH sur Internet pour un lab ou quoi que ce soit, c'est 1 million de tentatives de connexion par semaine. C'est n'importe quoi. Et le souci, c'est que pour trouver une tentative de login intéressante au milieu de tous les password spraying, les brute force et les bots qu'il va y avoir, c'est extrêmement compliqué, ce qui rend la technique pas du tout viable. Et moi, quand j'ai eu cette idée à l'époque, j'avais contacté un éditeur en lui disant bah, franchement, vous devriez développer ça parce que moi je serais client, ce serait super. Et ils m'ont tous répondu vous allez monter une usine à faux positifs, c'est tout ce que vous allez faire. Bref, comment on fait du coup? Parce que c'est faisable quand même. En premier lieu, donc pour la partie illusion, il faut réussir à gérer un fingerprinting absolument parfait. Donc le fingerprinting, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capacité à déterminer la technologie qui se cache derrière un système sans qu'il vous donne l'information. Quand on se connecte sur un serveur, il ne va pas nous dire alors j'ai telle version d'Apache, telle version. Alors on peut les trouver, mais ce n'est pas annoncé, il n'y a pas une requête web qui permet d'énumérer toutes les technologies. Et donc le fingerprinting, c'est d'aller deviner en fonction des codes d'erreur, en fonction des headers, du code, etc., quelles sont les technologies qui se cachent derrière une page, par exemple. Donc ça, c'est une technique qui est énormément, enfin, c'est le b.a.-ba de l'attaque cyber, puisque en fait, on a envie de savoir quelle est la version qu'il y a sur un serveur pour savoir s'il y a des vulnérabilités associées à cette version. Donc tout ça, c'est faisable très facilement manuellement, mais c'est beaucoup plus facile encore avec des outils. Le king du fingerprint et puis de la cybersécurité en général, c'est quand même le logiciel Nmap, je pense que tout le monde connaît, qui permet de faire du scan de port et du fingerprinting. Sur le parti web, on a Shodan et 106 qui sont les deux géants qui mappent en fait Internet en permanence. Donc c'est des bases de données où vous pouvez chercher une IP et ils vont vous dire bah, sur cette IP il y a un OWA, un Fortinet, un Apache, etc., etc. Donc c'est énormément utilisé par les défenseurs, mais encore plus par les attaquants. C'est hyper pratique pour savoir, admettons, il y a une 0D sur, pas une 0D du coup, mais une grosse vulne sur Fortinet. Et ben sur Shodan, il n'y a qu'à taper Fortinet et vous avez la liste de tous les Fortis sur Internet. Très très pratique. Wapalizer, qui est un outil de fingerprint web, majoritairement c'est un plugin de browser, et il existe encore plein. Et là, le jeu, du coup, c'est de faire en sorte que toutes ces technos pensent qu'on ait la bonne technologie. Et donc, il faut comprendre comment chacun fait, parce qu'ils ne font pas tous pareil, bien évidemment. Ils ont chacun une façon particulière de détecter si la techno est la bonne. Donc, on va prendre un petit exemple avec Shodan. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais vous en donner quand même un petit peu. Shodan, comment il fait pour détecter qu'une page a une technologie? Il va faire ce qu'on appelle des hashes de la page. Donc, je ne vous ai pas tous mis, je vous en ai mis 3. En premier lieu, il fait un hash de toute la réponse HTTP, donc les headers et les bodies. Ça génère un hash unique. Ensuite, il fait un hash de la page rendue après le DOM processing, donc c'est-à-dire une fois qu'elle est dans le navigateur. Ça, c'est très pratique parce que c'est en gros un hash du visuel de la page. Donc si quelqu'un s'amuse, si vous avez une entreprise avec un portail client par exemple, et quelqu'un s'amuse à faire du phishing sur votre page, vous pouvez comparer, vous pouvez chercher tous les DOM hash qui ressemblent au vôtre, enfin qui sont le même que le vôtre, et vous allez trouver toutes les pages de phishing finalement, parce que c'est des personnes qui essayent juste visuellement de reproduire votre page. Et enfin, le HTTP HTML hash, qui est le hash du raw HTML.
Donc là, on se dit, bon, bah, cool, je vais juste prendre, par exemple, je vais reproduire un Fortinet, je vais prendre n'importe quel Forti sur Shodan, je prends les hashes, je fais en sorte qu'ils matchent, et c'est gagné. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple, puisque le hash, donc la partie header et body, sera toujours différente, puisqu'il y a un e-tag dans tous les Forti qui est unique à chaque appliance. Et donc, le problème, c'est que si vous ne faites pas attention, que vous reproduisez le premier que vous trouvez, vous allez vous retrouver avec un doublon de hash qui n'est pas censé exister. Donc si un attaquant est un petit peu malin, il va dire, bon, avant de rentrer mon login mot de passe, chercher s'il y a un hash identique. S'il y en a un, ça veut dire qu'il y a deux appliances avec le même e-tag, ce qui est impossible, il y en a forcément un des deux qui est faux. Malheureusement, c'est différent pour chaque techno. Si on prend un autre exemple avec Outlook, là, cette fois-ci, c'est le hash et le HTML hash, donc la partie raw HTML qui est différente, parce qu'il y a une partie dans le header et une partie dans le code de la page qui sont différentes. Donc là où je veux en venir, c'est que pour chaque techno que vous voulez reproduire, il va falloir reverse et comment la techno fonctionne et comment la méthode de fingerprint fonctionne. Parce que là, le souci, c'est qu'on a pris Shodan, une toute petite partie de Shodan, parce que Shodan a beaucoup plus de façons de détecter une technologie. Et juste sur cette toute petite partie de Shodan, il faut déjà comprendre comment ça marche. Il faut faire la même chose sur toutes les technos. Donc c'est un travail, on va dire, de longue haleine si on veut vraiment atteindre un niveau qui est parfait. Ensuite, sur la partie, donc là on se dit, cool, c'est fini, maintenant que les attaquants savent que c'est la bonne techno, ça va passer. Malheureusement, c'était la partie facile. Parce que là, effectivement, un attaquant qui n'est pas très consciencieux, il va juste faire son Nmap ou son Shodan, il va dire, ok, c'est du Outlook, j'y vais, c'est cool. Mais un qui se dit, bon, c'est quand même bizarre, un test VPN, c'est quand même pas très prudent, ils sont quand même connus pour avoir une bonne maturité cyber, bon, c'est suspect. Et il va aller chercher ailleurs, le reste. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que littéralement tout peut trahir que c'est une fausse page. Donc si on rentre un petit peu dans les détails, il faut déjà gérer des choses comme le format mobile. C'est tout bête, hein. Mais alors là, il n'y a pas besoin d'être... mes parents peuvent le faire, je pense. Si vous allez sur une page, vous la relancez sur votre téléphone, et si c'est la même page version desktop, il n'a pas chargé le mode mobile, juste c'est un EPOT Eco+, quoi. Donc c'est une bonne façon de détecter un EPOT. L'autre façon très facile de détecter un EPOT, c'est le support du multilangue. Très facile. Vous allez sur un site, vous n'êtes pas sûr que c'est le bon, un Outlook par exemple, vous changez juste la langue de votre navigateur, vous actualisez la page. Si c'est resté en anglais, c'est un EPOT. Outlook gère 290 langues, je crois, donc vous pouvez tenter n'importe quoi. C'est une méthode hyper simple pour détecter un EPOT. Donc pareil, il faut gérer complètement le multilangue. Donc là, c'est les méthodes un peu faciles. Ensuite, il y a la partie HTTP. Ça, c'est une méthode un peu avancée, mais qui marche hyper bien. Quand vous faites une requête HTTP, c'est majoritairement GET et POST, les deux protocoles qui sont utilisés. Mais il y a 10 méthodes au total, dont une méthode par exemple qui s'appelle PUT, que personne n'utilise, aucune appli n'utilise ça, mais elle existe. Et le protocole HTTP la gère. Et donc si vous envoyez un PUT sur un EPOT, vous avez 99,9% de chances de le faire planter. Ou d'avoir un message d'erreur qui en tout cas ne correspond pas du tout à la techno qu'il essaye de reproduire. Donc là pareil, il faut gérer toutes les méthodes HTTP. Ensuite, on va descendre encore un peu plus bas avec tous les endpoints et toutes les fonctionnalités. Là, vraiment, ça devient... Bon, on va voir comment on fait, mais ça devient très long parce que y a plein de endpoints qui sont accessibles sur une page de login, autre que le /login, parce que la techno est faite comme ça, parce qu'il y a des points d'accès qui ont besoin d'être accédés. Et encore une fois, si vous renvoyez une 404 alors qu'il est censé y avoir une réponse, eh ben, c'est perdu. Et ça, pour le coup, une fois que les attaquants l'ont découvert, ça rentre dans un script de 2 lignes. Et enfin, on peut aller jusqu'à stack TCP si le mec est vraiment très curieux. Il va aller vérifier si vous avez la bonne MAC, si votre stack TCP répond de la bonne façon, etc. Et donc là, malheureusement, pour répondre à cette problématique, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est le reverse engineering. Donc il va falloir décortiquer complètement la techno que vous voulez reproduire pour définir tous ces comportements et les reproduire un à un. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, reverse engineering, les grandes lignes, c'est étude de la documentation, parce que mine de rien, c'est quand même là que vous allez trouver le maximum d'infos sur le comportement de la page. Les CVE, donc les vulnérabilités, exploitent très souvent des endpoints qui sont exotiques, que personne ne connaît, et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'il y a une vulnérabilité. Donc c'est important de refaire l'historique de toutes les CVE de la techno que vous voulez reproduire pour reproduire ces endpoints en particulier. La base de la base, le proxy-based analysis, c'est-à-dire que vous allez mettre un proxy entre vous et la page que vous voulez reproduire, vous analysez tout ce qui passe, et ça devient beaucoup plus simple au moins d'avoir l'info de tout ce qui transite. Du DIRB, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'attaque par dictionnaire sur les chemins. Donc vous allez savoir si /admin ça existe, /toto ça existe, /about, etc. Et en gros, c'est un énorme dictionnaire qui va tester. Dès que vous avez une 200, un code de retour 200, c'est qu'il y a une page qui existe, qu'il faut la reproduire aussi.
Et enfin, le El Famoso clic-clic. Donc, il faut cliquer un peu partout pour voir éventuellement ce que vous pouvez détecter que tout le reste n'aurait pas détecté. Et donc, pour vous donner un petit exemple, cette gateway Citrix, donc qui est juste une page de login, on parle juste de la page de login, avec un champ login, un champ mot de passe et un bouton logon, me semble-t-il, c'est ça. C'est aujourd'hui 194 endpoints juste sur ça, qui sont accédés pour l'authentification, pour plein de choses. Il y a 12 langues qui sont gérées sur Citrix, 7 types de user agent et 10 méthodes HTTP, comme je vous disais, ce qui fait un total de 162 960 endpoints à répliquer, à reproduire, si vous voulez vraiment faire un truc qui va tenir la route sur le long terme et qui ne sera pas détecté au premier attaquant venu. Et on parle de ça juste pour une page de login comme ça. Et donc quand on regarde, moi je me suis intéressé, je me suis dit, bon bah ok, quand on tire le truc au maximum, c'est 162 000 à faire. Quand je vais prendre des honeypots Citrix qui existent sur GitHub, il y en a plein, c'est entre 20 et 30 endpoints qui sont appliqués au total. Ce qui veut dire qu'il vous reste 162 930 façons de détecter que c'est un faux. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Et c'est pas le pire, Citrix. Ok, donc maintenant par contre, là c'est bon, on a un piège qui est nickel, et même un attaquant qui passe 3 jours, il va se dire, bon là c'est pas possible, c'est forcément un vrai. Nous reste le plus gros problème, le bruit. Donc, comme je disais, en moyenne, une page de login comme ça, c'est 1 million, 2 millions de tentatives par mois, voire beaucoup plus si c'est attribué à un domaine de société qui est très connu. Donc, si on regarde un petit peu ce qui rentre dedans, vous allez avoir, en premier lieu, les bots, qui vont envoyer une quantité absolument industrielle de login en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et la particularité de ces logins, c'est qu'ils n'ont absolument aucune valeur. Ça n'a aucun sens. Vraiment, on voit des trucs, c'est des fois des mecs essayent un mot de passe, un login Damien, mot de passe Damien pendant 2 mois. Et sur vraiment la même chose, login, password, la même chose pendant 2 mois. Honnêtement, je pense vraiment que la majeure partie des bots sont juste des scripts que des mecs ont oublié d'arrêter, qui tournent depuis 10 piges, et en fait ça s'est accumulé. Mais je vois pas dans quel monde c'est un humain derrière qui se dit cool, ça va vraiment être bien de faire un password training sur Damien. Bref. Ensuite, il va y avoir les opportunistes. Donc eux, on va plutôt dire que c'est les script kiddies, c'est ceux qui ont trouvé des leaks sur Internet, Collection One par exemple, les leaks sur Red Forum ou des trucs un peu nazes, et qui se disent bah, génial, je vais me faire de l'argent, ça va être incroyable, et je vais faire un password training avec ce que j'ai trouvé sur Internet. Et donc eux, ils vont envoyer majoritairement des logins qui ont 10 ans, dont tout le monde se moque, mais je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, il y en a un, au milieu, ils font par exemple un password training de 200 tentatives, et au milieu, il y en a un qui est inconnu de base de threat Intel et qui est valide. Donc malheureusement, ceux-là, même si majoritairement c'est des choses qui n'ont aucun intérêt, eh ben, il ne faut pas complètement les exclure parce que des fois, il y a des choses intéressantes. Et enfin, nos amis attaquants professionnels qui, eux, vont faire très très peu de bruit malheureusement, voire une seule tentative, mais à chaque fois, ce sera des tentatives avec une très haute valeur, et donc il va falloir détecter. Comment est-ce qu'on fait ça ? En premier lieu, donc alors là, attention, il ne va pas y avoir d'IA, il ne va pas y avoir de trucs de folie, c'est une logique de pure gestion de log à la SIEM, on va dire. En premier lieu, ultra simple, la password policy. Vous appliquez à vos logs l'info. Si quelqu'un tente un mot de passe de 8 caractères, notre password policy c'est 12 depuis 2 ans, c'est forcément soit un très vieux mot de passe, soit un gars qui n'a aucune idée d'où il est. Donc, vous le retirez. Et ça élimine déjà 95% des faux positifs. Vous allez enlever tous les toto, admin, etc. juste sur cette simple password policy. Et plus votre password policy est forte, si vous avez du 14, du 16 caractères, vous allez réduire de 99% les faux positifs. Juste sur cette simple règle qui prend littéralement 2 minutes à configurer. Ensuite, expression régulière pour détecter votre pattern de login. La majeure partie des sociétés, pas toutes, sont en prénom.nom. Donc du coup, expression régulière pour détecter prénom.nom. Si c'est une chaîne de caractères sans point au milieu, bah, ça ne peut pas être un login à vous, puisque vous êtes en prénom.nom. Encore mieux, si vous êtes une très grosse société et vous avez un matricule, et alors là, on retire quasiment 99,9% des faux positifs avec ça. Ensuite, on va vérifier si c'est déjà leaké et quand. Si ça a été leaké il y a 10 ans, il y a très peu de chances que ce soit encore valide. Et enfin, il ne reste que le brute force et le password spraying qui vont rester, on va dire, les
les deux générateurs de bruit de personnes qui ont compris où ils sont. Ils savent ce qu'ils veulent faire, mais ils n'ont absolument rien. Et ils vont juste tenter le nom de votre société 2025 point d'exclamation en boucle sur tous vos utilisateurs. Mais ça, pour le coup, pareil, c'est le b.a.-ba du SIEM que de détecter ce genre de comportement et de les exclure. Et donc de tout ça, vous allez tirer une alerte qui est intéressante. Mais malheureusement, ça peut toujours être un faux positif. Ça peut toujours être quelqu'un qui sait que vous êtes en 14 caractères, qui sait que vous êtes en prénom.nom et qui tente sa chance. Donc ça peut quand même lever du faux positif. Là, le dernier volet à mettre en œuvre, c'est une connexion vers votre système d'authentification automatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on va envoyer 2 millions de requêtes par mois à votre système d'authentification pour vérifier des Damien et des Toto. C'est pas possible. Vous allez flinguer vos logs et votre équipe AD risque de criser un petit peu. Donc du coup, on fait ce premier filtrage avec tous ces éléments qui semblent vraiment évidents. Et derrière, ça va vous générer, en moyenne, ce qu'on voit, nous, c'est, ça dépend des mois, mais ça peut être entre 5 et 50 alertes par mois. Et ces 50 alertes, elles vont passer dans ce système d'authentification qui va juste dire, attends, est-ce que le mot de passe, c'est le bon? Et donc vous allez juste vérifier si le mot de passe est bon. Et s'il est bon, bah, vous le réinitialisez automatiquement. Et c'est bingo. Donc là, en fait, si vous mettez ça en place, exactement comme ça, il est absolument impossible d'avoir un faux positif. C'est mathématiquement impossible, puisque le seul moyen qu'il y ait une alerte, c'est que quelqu'un se connecte à un portail que personne ne connaît. Jamais vos utilisateurs vont trouver test VPN. Hein. C'est impossible, personne ne va taper ça de son plein gré. Il faut aller faire une phase d'énumération pour le trouver, donc ce sera forcément un attaquant qui teste un login password valide, en cours de validité. Donc ce sera forcément ultra critique. Et si jamais vous n'avez pas d'attaque, bah, ça ne sonnera jamais, vous l'oubliez. Et le seul moment où ça sonne, c'est que c'est extrêmement important. La question fatidique, est-ce qu'il tombe dans le panneau? Parce qu'effectivement, moi, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, mais c'est fantastique. Moi, je fais beaucoup de tests d'intrusion et tous les jours, je tombe là-dedans. Tous les jours, je tombe dans le piège. C'est une évidence. Mais le problème, c'est que sur le papier, c'est ultra puissant, mais est-ce que ça marche dans la vraie vie? Et le gros souci, c'est que ce n'est pas testable. Vous ne pouvez pas faire un lab, mettre ça sur Internet. Moi, mon domaine, c'est bujon.com, tout le monde s'en fout. Il ne va pas y avoir d'attaquant qui va se dire, génial, je vais attaquer bujon.com. Non, il faut faire le test avec une vraie société qui a une vraie exposition, qui a une vraie menace pour voir si c'est intéressant. Donc par chance, moi maintenant, ça va faire 2 ans que je travaille sur ce sujet. On l'a déployé chez une vingtaine de sociétés, donc j'ai quelques stats à partager. Au total, sur une cinquantaine de portails, on est à 2,3 milliards de tentatives de connexion. Donc c'est juste pour l'info, hein, ça n'a aucun intérêt. C'est 99,99999% de bots. C'est juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de la quantité de connexions. Et on est à plus de 250, donc 50 portails, 1 an et demi, plus de 20 sociétés. 250 tentatives de connexion avec des identifiants valides, absolument introuvables sur n'importe quel threat intel. Ça peut paraître très bas pour ceux qui ne font pas de cyber. Pour ceux qui font de la cyber, je peux dire que c'est énormissime. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait peut-être un de temps en temps, et encore, il fallait croire dans la stratégie et se dire, bon, bah, c'est sûr, ça va marcher un jour. Mais qu'il y en ait autant, finalement, sur une vingtaine de sociétés, je ne peux pas m'empêcher de me dire, et si tout le monde faisait ça, on serait à combien en fait? C'est quoi la quantité de mots de passe qui transitent sur Internet, qui ne sont finalement pas partagés et finalement, quand je vous montrais tout à l'heure le dark web monitoring qui représente une toute petite part, bah, j'en suis de plus en plus persuadé, on va dire. Pour donner un petit peu de perspective, ça représente 0,00001% des tentatives qui ont vraiment un intérêt. Et l'intérêt de vous montrer ça, c'est juste pour vous dire que si le filtrage et l'automatisation ne sont pas parfaits, la strat ne sert à rien. Vraiment. On a essayé, nous, de le faire sans mettre l'automatisation à la fin. Ça peut être parfois du 100 alertes par semaine. Personne ne gère ça. Absolument personne ne peut gérer ça. En conclusion, honnêtement, la stratégie du fishback, elle est ultra simple. Et en fait, à chaque fois que j'en parle, on me dit toujours oui, super, c'est un des potes, merci Gauthier, très intéressant. Et c'est finalement une strat que je peux expliquer à mes parents. Ils comprennent à chaque fois et ça fait plaisir. Mais en fait, on se rend compte que si on veut vraiment en tirer la pleine puissance et la valeur, il faut vraiment, vraiment avoir une attention extrême aux détails. Là, c'est vraiment le détail qui compte. Et finalement, moi, surtout ce que j'adore dans ce sujet, parce que à la base, je suis quand même un technicien, c'est de me dire que ça fait des années que je parle avec mes potes en disant mais c'est sûr, le dark web monitoring, c'est pas un scam, j'exagère, hein, mais entre tech, on se dit toujours bon, ça a été survendu. Maintenant, on en a un petit peu la preuve.
que oui, il y en a une grosse partie qui transite quand même en dehors de ces réseaux dark web. Merci beaucoup. Si vous avez la moindre question, je suis à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors. Vous parliez de l'analyse d'un réflexe proxy pour analyser le flux. Pourquoi pas utiliser ce même réflexe proxy pour, avec un vrai outil derrière, et d'intercepter les requêtes d'authentification, les dériver et de faire la stratégie que vous avez derrière, plutôt que de redévelopper complètement une plateforme derrière? Alors ça, effectivement, on y a pensé aussi à le faire, mais ça pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est que ça peut laisser des traces au niveau réseau, au niveau latence, etc., qui pourraient trahir la strat. Parce que si on met, ou alors il faudrait vraiment randomiser les temps de réponse, etc., pour chaque tentative. Et surtout, alors nous, on avait la problématique de devoir le démultiplier. Et le souci, c'est qu'il y a beaucoup de technos qui ont un identifiant unique. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi faire de la réécriture, etc. Mais effectivement, c'est une piste qu'on creuse aussi, parce que ça pourrait être aussi intéressant. C'est une autre méthode. Pour l'instant, je fais de la recherche là-dessus, mais oui, c'est effectivement une très bonne idée. Ça peut fonctionner aussi comme ça. Oui. J'avais une question concernant le temps de déploiement à passer, on va dire, pour reproduire un site, par exemple comme Citrix, avec les différentes possibilités. Parce que là, on vous avait montré comme quoi c'était vraiment des petits détails accumulés, etc. Mais si on passe, je dis une bêtise, 3 ans pour refaire un site, on n'est pas gagnant au final. Oui, oui, non, je suis d'accord. Alors effectivement, nous, ce qu'on a fait, c'est ça prend à peu près un mois. Un portail comme ça, c'est un mois. Alors après, forcément, on développe des outils, on se rend compte de la méthodologie qu'on utilise. Les premiers sont faits manuellement. Et après, on se rend compte de la méthodologie et on crée des outils qui font 90% du travail. Seulement, le full automatisé ne sera jamais possible. Il y aura toujours des petits tweaks à faire à la main. On peut automatiser à 90%. Et donc maintenant, reproduire une page, ça peut nous prendre 1 semaine, 2 semaines. Mais oui, au début, il faut mettre l'effort pour comprendre ce mécanisme. Ouais. Autre chose? Oui. Oui, alors ça, il faut faire attention effectivement de ne pas laisser des versions. Alors, il ne faut pas mettre la dernière version parce qu'effectivement, c'est un peu suspect. Mais il faut faire attention de ne pas laisser des versions avec des RCE, CVSS 10, parce que sinon c'est obvious, parce que ça ne fonctionnera pas, puisque ce n'est pas la vraie techno. Donc oui, effectivement, il faut faire très attention à ça et suivre un petit peu la techno qu'on déploie pour être sûr de ne pas laisser une CVSS 10, parce que sinon c'est complètement cramé, on est d'accord. D'autres questions? Eh ben, merci beaucoup, passez une bonne journée.